Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Je vous remercie de votre présence. Je remercie Rosa Yassine, Hala Othmani et Ziad Majed d'avoir accepté notre invitation pour cette première rencontre dans le cadre des dimanches de Souria Hurra. C'est le dernier dimanche de chaque mois. Parfois, ça tombera peut-être le premier dimanche du mois suivant. Je crois que la prochaine fois, ce sera ainsi. Ce sera une rencontre le 1er juin. Et ces rencontres sont destinées à parler de notre Syrie. Parler de la Syrie, de son histoire, de son peuple, de son économie, de sa culture, à travers des conférences, à travers des débats, à travers des lectures de textes littéraires, de soirées poétiques, de films peut-être. C'est-à-dire qu'on va essayer de donner une idée un peu de la production culturelle syrienne et autour de la Syrie, et dans un dialogue permanent avec nos amis français. Je vous rassure, cette fois-ci, les 3 livres dont on va parler ont été publiés chez Actes Sud. Ce ne sera pas le cas toujours. Ne croyez pas que je tire 3 mois. Bon, c'est tombé comme ça, que ce sont 3 livres qui viennent de paraître. Et les 3 livres sont très intéressants, sinon je ne les aurais pas publiés. Voilà. Donc, on va faire notre soirée de la manière suivante. On va la partager en 2. La première partie, je vais demander à Hala et à Ziad de nous exposer, de nous parler de leurs livres. Chacun un quart d'heure. Ils vont parler en français. Bon, chacun va parler un quart d'heure, et puis je vais vous donner la parole pour leur poser des questions ou intervenir. Et je vous demande déjà que vos interventions, bien sûr, vous intervenez comme vous voulez, mais que vos interventions ne soient pas trop longues pour que tout le monde puisse s'exprimer et que nos invités puissent avoir le temps suffisant pour parler. Ensuite, je vais poser la question à Rosa Yassine, qui elle va parler en arabe. Je vais traduire ses propos, elle va parler aussi un quart d'heure. Je vais traduire ses propos, ça prendra encore un quart d'heure. Et vous aurez aussi une demi-heure pour lui poser les questions que vous voudriez lui poser, ou pour intervenir, commenter pour ceux qui ont lu déjà son roman Horace Adawa, Les gardiens de l'air. Voilà, je crois que comme ça, les choses sont claires. Et je vais commencer par passer la parole à Ziad. Ziad Majed, qui est libanais, qui est syrien de cœur, comme tout le monde le sait, comme nous sommes tous libanais de cœur aussi, Ziad. Bon. Et j'espère que ceux d'entre vous qui ont lu le livre en arabe, parce que le livre est sorti d'abord en arabe aux éditions L'Orient des Livres, Sharq al-Kitab, et il a été traduit en français avec une petite adaptation. Et c'est un livre, je crois que c'est le premier, et il y a 3 ou 4 livres sur le marché français sur la révolution en Syrie. C'est le premier qui essaie un peu d'écrire la révolution de l'intérieur, si vous voulez, à partir de comment nous, Syriens, nous les gens qui étaient depuis le début avec la révolution, comment on a vécu ces événements, comment on les survécu, comment on a répondu aussi aux détracteurs de la révolution, etc. Je crois que Ziad l'a fait très bien dans ce livre, et je lui laisse d'abord la parole pour un quart d'heure, pas plus. Merci Farouk, et merci à la ministre, à Souria Hurriya, à vous tous et toutes. C'est un honneur d'être là parmi vous, à Ahmad Qadour également. Je vais, comme il a été dit, donc parler en 15 minutes. Quand la révolution syrienne a commencé en mars 2011, et pendant des mois et des mois, j'ai eu l'impression, comme je pense la majorité d'entre vous, que les fausses questions s'opposaient régulièrement. Soit on parlait de pourquoi maintenant, qui est derrière cette révolution, est-ce qu'il y a des complots, la Syrie c'est compliqué, donc vaut mieux ne pas trop s'engager ou prendre position.
c'était la géostratégie, c'est la frontière israélienne, c'est les politiques américaines, c'est le pétrole qui n'est pas très loin. Donc on a tout de suite essayé de maintenir des doutes, de questionner la légitimité de la révolution, d'opter la sociologie politique syrienne, de ne pas parler des droits des Syriens, afin de dire que ce qui se passe en Syrie, c'est plutôt un complot, ou bien qu'il y a des islamistes qui font peur, qui se soulèvent contre un régime, même s'il est autoritaire, mais laïque. Donc, il vaut mieux maintenir une certaine distance politique, émotionnelle, qui ne mène pas à un engagement ou à un positionnement clair, que ce soit au niveau des sociétés civiles ou au niveau des gouvernements en Occident, comme dans pas mal de pays arabes. Cela pose plusieurs questions éthiques comme politiques. Et j'ai essayé à travers cet essai, c'est un essai, de répondre à certaines de ces questions, de montrer que ce qui se passe en Syrie est avant tout une révolution syrienne. Les révolutions, souvent, avec le temps, avec la violence, avec la barbarie, peuvent avoir des traits et des caractéristiques de conflit, de guerre, ce qui est le cas, qu'avec le temps aussi et avec le manque d'intervention ou le fait que le monde est resté hésitant, silencieux. On a vu un développement sur le terrain qui, je pense, aujourd'hui effraie beaucoup de personnes, les Syriens notamment, mais que tout cela ne justifie pas ni la distance émotionnelle, ni l'inaction, ni le silence face à la tragédie du peuple syrien. Il faut juste rappeler que 150 000 morts, 200 000 détenus, on a vu 55 000 photos de 11 000 victimes sous la torture dans les prisons de Damas seul, ce qui peut être encore pire à l'échelle du pays. C'est une des rares fois dans l'histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'on est dans un niveau industriel de la mort. Il y a tout un État qui construit cette mort-là et qui l'applique sur des milliers de victimes. Il y a 9 millions de déplacés, dont 2,5 millions qui ont quitté la Syrie. Il y a eu un usage de l'arme chimique à plusieurs reprises. C'est la première fois dans l'histoire également, au niveau interne, qu'un régime bombarde sa population civile avec des missiles balistiques Scott. Il y a eu des dizaines de tirs. Les barils de TNT sont quotidiennement lâchés sur les maisons et les habitations dans des villes syriennes. Et malgré tout cela, jusqu'à maintenant, on voit que la communauté internationale reste paralysée. On entend beaucoup plus de déclarations, convois, d'actions. Et l'action n'est pas nécessairement militaire, elle peut prendre différentes formes, du niveau juridique au niveau humanitaire, aux sanctions beaucoup plus sérieuses, aux négociations sérieuses également avec Moscou et Téhéran étant les deux sponsors du régime. Tout cela, on a l'impression que même quand il se déroule, il est très lent et cela laisse le pays donc victime d'un régime qui n'hésite pas à massacrer pour se maintenir au pouvoir et pour écraser la société, comme il a déjà fait en 1982. Donc l'idée, ce n'est pas de seulement déconstruire certains arguments contre la révolution, mais comme Farouk l'a bien dit, essayer de raconter un peu, en une synthèse, l'histoire de cette révolution, comment elle a commencé d'une manière pacifique, avec des centaines de manifestations chaque vendredi, comment elle s'est développée avec le temps, comment la militarisation a commencé et pourquoi, le régime et sa réaction, une certaine histoire immédiate, si vous voulez, de la révolution syrienne, et en plus de parler de ce que les médias souvent n'évoquent pas, c'est-à-dire autre que les atrocités qu'on voit en Syrie, autre que les questions légitimes qui doivent être posées et qui nécessitent des discussions entre Syriens d'abord, mais également avec leurs amis. Quelle a été la créativité de cette société syrienne, sa détermination, les milliers de personnes qui ont découvert leur pays pour la première fois, des villages et des villes que beaucoup de Syriens ne connaissaient même pas. Il suffit d'évoquer Keframbil, qui est devenu un symbole de beauté et de créativité et de courage au niveau de la révolution. Il suffit de voir les films, les textes écrits, une créativité a explosé avec cette révolution-là, montrant un autre aspect de la société syrienne, celui qui cherche également par la créativité à défier la dictature et le despotisme. Puis il y a évidemment la question des islamistes, qui est souvent utilisée pour faire peur
de la révolution. Qu'est-ce que ça veut dire islamiste dans ce contexte-là? Quelle distinction est nécessaire entre les islamistes syriens qui portent un projet pour la Syrie, avec lequel nous pouvons ne pas être d'accord ou d'accord, ça c'est un autre débat, et les djihadistes qui sont venus en Syrie, profitant du chaos, qui sont dans une poursuite de leur logique irakienne, qui n'ont rien à voir avec la révolution, contrairement également à ce qui est parfois dit d'une manière assez simpliste, qui probablement deviennent de plus en plus un allié objectif du régime syrien, puisqu'il sert sa propagande, puisque leurs victimes sont les Syriens et les Syriennes eux-mêmes, et puisqu'ils occupent aujourd'hui un gouvernorat entier, celui de Raqqa dans le pays. Ils sont très rarement bombardés par le régime syrien, parfois même, ça fait quelques mois que ça n'arrive même pas. Ils sont en conflit militaire avec plusieurs factions de la révolution syrienne. Et donc, essayer de raconter tout cela avec quelques détails en un travail de synthèse. Et personnellement, pour des raisons, je pense qu'elle est évidente pour ceux qui me connaissent, les arguments de la gauche anti-impérialiste, que ce soit au niveau arabe ou au niveau occidental, sont les arguments qui me provoquent le plus, parce que je pense que le problème éthique est surtout là. Des gens qui considéraient que la libération des peuples, c'est la priorité, que la lutte contre les dictatures ou contre les régimes du genre régime assadien, qui ne ressemble qu'à un certain régime dans la Corée du Nord aujourd'hui, où un père a passé le pouvoir à son fils, où c'est le règne du parti unique, où c'est la loi d'urgence depuis 1963, où les tribunaux militaires ont le droit d'arrêter les gens, où la gauche elle-même syrienne a été victime du régime dans la fin des années 70, tout au long des années 80, où des centaines de récits de prisonniers politiques de gauche qui ont souffert dans les geôles de ce régime-là. Ils ont trouvé un moyen régulièrement de nous rappeler que le pétrole existe dans la région, comme si c'est une découverte, de considérer que la géostratégie est ce qui explique tout. N'importe quelle personne qui lit un peu les journaux sait qu'il y a un conflit dans la région entre Téhéran et Riyad, qu'il y a une tentative saoudienne de contrôler pour faire face aux Iraniens qui progressent à travers l'Irak vers la région également. On sait tous que les États-Unis ont des intérêts dans le monde, ce n'est pas une découverte non plus, mais ils ont opté pour des choix d'explication qu'ils pensent être intelligents, qu'ils pensent nous instruire en nous parlant des intérêts qui existent dans le Moyen-Orient, pour continuer ce que Hafez al-Assad lui-même a instauré en Syrie, c'est-à-dire occulter la société syrienne, effacer les visages des Syriens et des Syriennes, et transformer la Syrie en une simple position géographique, en un acteur régional qui intervient au Liban, qui intervient par rapport à la cause palestinienne, qui envoie d'ailleurs des djihadistes en Irak, et puis qui les ramène et emprisonne certains, qui a manipulé pendant quelque temps la carte kurde également contre les Turcs, qui était allié aux Saoudiens et aux Qataris, qui l'insultent aujourd'hui. Donc, d'essayer de noyer la révolution dans des considérations géostratégiques évidentes. Et dans un certain milieu de gauche également en Europe, il y a cette volonté de nous montrer qu'ils connaissent beaucoup mieux nos propres intérêts, parce qu'ils connaissent mieux leur gouvernement. Donc ils ne font pas confiance à leur gouvernement. Et les gens dans la région, des millions de Syriens et de Syriennes qui se battent pour leur liberté et leur dignité, sont considérés comme des personnes qui peuvent être manipulées par télécommande, ce qui montre un certain racisme aussi, même s'il est camouflé ou caché derrière des grands clichés de justice sociale et d'anti-impérialisme, etc. Donc l'idée de cet essai, c'était d'essayer de répondre à ces arguments-là, tout en racontant l'histoire de la révolution syrienne, y compris les alliances du régime et certaines alliances forcées aussi par l'état des lieux et par le développement et l'évolution de la situation, qui nous mènent aujourd'hui à des arguments du genre soit Assad, soit Daesh ou l'État islamique en Irak et au Levant, qui sont des slogans et des clichés très dangereux et malheureusement qui circulent beaucoup, bien que nous ne sommes pas entre un choix, c'est pas un choix entre deux barbaries, c'est soit on aura les deux barbaries ensemble, c'est-à-dire Assad et Daesh et le chaos, soit il faut tourner cette page d'Assad qui dure depuis 1970 pour pouvoir lutter contre Daesh et les obscurantistes comme Daesh afin
de commencer une nouvelle phase dans l'histoire de ce beau pays. C'est pas évident, c'est pas facile, ça va être très complexe, comme toutes les transitions politiques après des grands conflits ou après des grandes révolutions. Il n'y a pas eu de révolution dans le monde qui n'a pas été suivie par des phases d'incertitude, de chaos, parfois même de guerre civile, que ce soit en France ou en Russie ou en Chine, ou tous les cas que vous voulez évoquer. Il n'y a pas eu de révolution qui aboutisse au bout de quelques années à un changement radical au niveau de la culture politique, au niveau des pratiques politiques. Ça prend du temps, mais tout cela ne peut pas commencer tant que ce régime-là est en place, responsable de dizaines de milliers de morts, de centaines de milliers de blessés et de personnes torturées, de millions de déplacés, continue ou de lui trouver des excuses en essayant tout le temps de questionner la légitimité de ses adversaires. On peut discuter des adversaires du régime, on peut discuter de tous les enjeux, tout cela est légitime, mais il ne peut pas être légitime avant de montrer et de préciser qu'avec ce régime-là, aucune normalisation ne doit avoir lieu, ni aujourd'hui ni demain. Il est responsable de crimes contre l'humanité et il doit payer pour cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ziad. Je voulais vous poser une question, mais je la ferai après. Je vais donner la parole à Hala Othmani, que vous connaissez bien, journaliste, et qui a couvert courageusement de l'intérieur une bonne partie de la révolution en Syrie, qui a formé des journalistes en Syrie, parmi les jeunes journalistes de la révolution, et qui a écrit ce beau livre très original, La Syrie promise, qui est une sorte de conversation, de dialogue, d'échange de courriels entre elle et son père défunt, son père que beaucoup d'entre vous peut-être connaissez. Il était chargé d'affaires syrien un moment à Paris, et c'était un haut fonctionnaire de l'UNESCO à un moment, et il est décédé il y a maintenant 2 ou 3 ans. Donc Hala avait commencé son livre par en parlant de la France, parce que c'était son projet, comment elle vivait la France. Et puis la révolution tunisienne a lieu, suivie des autres révolutions arabes, et la conversation s'enflamme, et c'est son livre. Alors, Merci Farouk. Merci à tous d'être là, et merci à notre Souria Houria qui est toujours à la pointe des initiatives et à nous donner la parole au bon moment. J'aurais pu écrire le livre de Ziad avec moins de compétences, mais bon, je m'exprime, parce que évidemment j'adhère complètement à ce qu'il vient de dire. J'ai choisi effectivement ce côté personnel parce que c'est pas tant mon livre que le livre de mon père. Parce que je crois que je ne suis pas la seule à avoir, au moment où ont éclaté les révolutions arabes, d'abord en Tunisie, ensuite en Égypte, enfin tout ce nouveau souffle extraordinaire, je crois que beaucoup d'entre nous ont pensé à nos chers disparus, à nos proches, à nos pères, à nos parents, à nos amis qui n'étaient plus là. Et je crois que souvent on n'a pas pensé par exemple à Mahmoud Darwish, notre ami qui aurait tellement dû vivre ça. Et bon, donc c'est ce livre que j'avais commencé de façon très brouillonne au début, parce que je voulais que ce soit le livre de mon père. J'avais retrouvé quelques-uns de ses papiers et je regrettais qu'il n'ait jamais écrit ses mémoires, son parcours. Donc j'avais commencé paresseusement, un peu sous l'angle, mais pourquoi il a fini en France, pourquoi il a tout mis un trait sur le monde arabe et sur la Syrie pour complètement vouloir nous installer et lui-même s'installer en France pour rejeter. Et donc c'était la France qui ne me plaisait pas beaucoup. C'était ça mon dialogue prévu, la correspondance prévue. Et je l'ai fait sous forme donc d'échange d'emails, fictifs évidemment. Et
mais je crois très réaliste. Hein. Moi, je vois très bien que mon père aurait dit ça. Hein. Il y en a une partie qui est écrite. Et donc, c'est parce que son absence au moment des révolutions arabes qui a donné tout un autre sens à ce dialogue, à cette correspondance, petit à petit, parce qu'en plus, il avait été en poste en Tunisie, au début de sa carrière de diplomate, il était en Égypte, il était en Libye, enfin, nous étions, la famille, trop petite pour... Et donc, je voyais ces étapes un petit peu, et donc ce dialogue, c'est comme ça, si je lui raconte, en fait, ce qu'il est en train de rater, et combien je voudrais qu'il soit là pour lui, combien je regrette qu'il ne soit plus là, parce que j'ai besoin aussi de sa boussole, et lui, il me raconte le passé. C'est-à-dire qu'il me raconte la Tunisie, il me raconte l'Égypte d'avant, il me raconte... Et surtout, évidemment, après, on arrive à la Syrie. On arrive à la Syrie, et là, c'est l'inespéré, le formidable, extraordinaire, le pays pour lequel qu'il a dû... qu'il a rejeté, et qu'il a rejeté dans les deux sens. Et donc, bon, je me suis dit, ça, c'était le rêve de mon père, de voir un jour tous les Syriens dans la rue, des jeunes Syriens, tout ce que compte la Syrie, descendre dans la rue et demander la démocratie, la liberté, etc. Et évidemment, la Syrie occupe plus de la moitié de ce livre. Elle aurait pu occuper beaucoup plus. J'ai dû l'arrêter à un moment donné parce que je ne vous cacherai pas que pendant toute l'année où je l'écrivais presque au quotidien, où cette correspondance, je la faisais dans un sens et dans l'autre, j'aurais voulu conclure le livre par la victoire de la révolution syrienne. Et bon, cette victoire ayant beaucoup tardé, tardant encore, avec Farouk, je lui ai dit, bon, bah, écoute, je crois que je vais arrêter. Et peut-être qu'il aura quand même sa valeur et j'en écrirai un autre quand la révolution aura gagné. Inch'Allah. Je voudrais que tu ajoutes quelque chose de très important dans le livre. C'est comment, à un moment donné, au début, il n'est pas question de la Syrie, et toi, tu n'es pas syrienne pratiquement, au début du livre. Et puis, la Syrie t'a rattrapé. Est-ce que tu peux expliquer ça? Je crois que c'est le moment le plus important du livre. Je crois, oui. C'est le moment le plus important de tous les Syriens. Oui. Je crois que c'est quelque chose qu'on a tous partagé. On est, surtout nous qui sommes exilés depuis toujours, j'allais dire. Je crois que c'est le moment où on s'est retrouvés Syriens et on a retrouvé notre fierté de Syriens. Et c'est très présent, je crois, dans le livre, que tout d'un coup, et là je vois quand je vois combien maintenant on est proches les uns des autres, nous Syriens, alors qu'on ne se connaissait même pas à la veille de la Révolution. Et cette Syrie, ces Syriens fiers, ces Syriens libres, ces Syriens qui nous ont appelés en quelque sorte à les rejoindre, on a accouru vers eux complètement, alors qu'on n'avait plus, qu'on avait rompu, qu'on avait désespéré complètement du pays, en partie aussi. Bon, pas seulement bien sûr à cause des horreurs du régime, à cause de la dictature, à cause de cette situation qui ne nous laissait aucune place, aucune chance, mais aussi parce que quelque part, on avait comme une honte de savoir que notre peuple se soumettait à ça. Et ce moment que j'ai partagé avec beaucoup d'amis syriens, en France ailleurs, exilés depuis longtemps, et on ne s'est jamais autant retrouvés et aimés qu'entre Syriens ces dernières années, je crois que c'est un élément fondamental dans la révolution. C'est la révolution dans la révolution qui a fait qu'on s'est retrouvé peuple à nouveau, qu'on s'est resserré à nouveau, et qu'on a maintenant un projet commun, même s'il est douloureux, et qu'on a ensemble tous un projet commun, alors que la Syrie était complètement sortie de nos vies. Merci. Écoutez, maintenant, je vais laisser la parole à la salle. Comme je vous ai dit, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Peut-être on peut regrouper au début 2 ou 3 questions. Et puis, ceux qui veulent intervenir un peu plus longtemps peuvent le faire, bien entendu, mais je vous prie de ne pas prendre trop longtemps pour laisser la parole aux autres.
Alors, qui veut poser des questions à Hala ou à Ziad? Hein? On va commencer à gauche. Allez-y. Bonsoir, ma première question c'est à Ziad. Vous parlez qu'actuellement on parle beaucoup des djihadistes et ce que fait le gouvernement français pour empêcher ces djihadistes d'aller en Syrie. Et j'aime bien que quelqu'un dans les médias ou quelqu'un dans les journaux explique qu'est-ce qu'ils font ces djihadistes en Syrie. C'est-à-dire l'action que ces djihadistes exercent en Syrie, c'est contre la révolution. C'est en imprimant les gens qui ont commencé la révolution. Et on voit qu'il y a beaucoup disparu, beaucoup d'assassinats, beaucoup des gens emprisonnés, parce qu'ils ne plaisent pas à ces gens, entre guillemets, ces djihadistes, qui veulent instaurer une autre logique, qui est la logique syrienne, la logique de la révolution syrienne. C'est ça la première chose. Deuxième chose, je reconfirme ce qu'a dit Madame Lala, que vraiment, avec la révolution, on s'est réapproprié notre Syrie. C'est approprié le sentiment d'être syrien, parce que malheureusement, le régime, à travers des années, il nous a repris un petit peu notre Syrie et il a coupé le travail de l'ensemble. Il nous a créé des sortes d'individus, chacun regarde son intérêt. On a oublié complètement notre patrie, notre Syrie. Merci. J'ai une petite intervention. Voilà, je suis là. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion de lire votre fiction, mais il me semble. Donc, comme vous dites, à travers l'écriture, j'ai commencé à me sentir syrienne. Donc là, vous mettez le doigt sur le complexe d'Oedipe. C'est une situation freudienne. Donc c'est Freud. Donc on tue le père pour s'émanciper. Donc le peuple syrien est en train d'écraser l'image du père totalitaire pour renaître de ses cendres. Voilà. Oui. Bon. Oui, allez-y, allez-y. Excusez-moi, moi je ne vois pas bien. Oui. Bonjour tout le monde, ça me fait un grand plaisir de voir autant de monde parce qu'avec nos amis Souria Houria, lorsqu'on a commencé les premiers appels pour la Syrie, c'était pas évident d'avoir autant de monde pour les réunions. Bravo encore, ça veut dire qu'un travail comme ce que vous faites, Monsieur Ziad, et comme ce que fait Madame Hala Oudmani, comme ce que fait aussi Monsieur Madame Bey, et Madame, j'ai pas encore eu le temps de lire vos écrits, mais je vous promets que je le ferai. Moi, c'est très simple. Je vous dirais, il serait peut-être intéressant que le prochain livre sera argumentaire pour la Syrie. Parce que comme le dit très bien Monsieur Ziad, il est très dur pour nous de gauche, lorsqu'on parle à nos camarades avec qui nous avons rêvé d'un monde meilleur, avec qui nous avons rêvé d'un monde sans l'impérialisme, d'un monde sans les dictatures, de se retrouver mis à la marge par des personnes avec qui nous avons lutté ensemble. Nous avons aussi reçu des coups partout dans le monde d'ailleurs ensemble. Comment leur répondre pour la Syrie? Certains disent de nous que c'est juste le cœur qui bat pour ce pays, donc on ne peut pas répondre raisonnablement. Il est plus qu'urgent justement d'écrire cet argumentaire pour la Syrie. Et encore merci, et nous serons là aussi pour faire avancer ces idées-là. Merci. Oui, merci. Je me permets de vous interroger ensemble, parce que vous êtes aussi enseignant-chercheur, sur l'utilisation du terme révolution. Depuis le début de la révolution, je pense que tous les militants et les Syriens, ils n'ont pas hésité à utiliser ce terme-là, qui était pourtant l'usage dans les médias était extrêmement timide. Au départ, on parlait de contestation, après on parlait de conflit, après on parlait de la question syrienne, après maintenant on parle de la guerre en Syrie. Mais dans les médias, on a toujours constaté l'absence de l'utilisation de ce terme-là. Pour ça, aujourd'hui, en tant qu'enseignant-chercheur, je vous interroge sur les fondements de ce choix-là, qui est dans le titre déjà de votre livre, sachant qu'il y a certains, y compris des amis qui sont opposés au régime, ils considèrent que le terme de révolution ne peut être utilisé qu'à posteriori, une fois qu'un mouvement a démontré sa capacité à opérer des changements profonds et durables dans la société. Et ce qui est encore, c'est, voilà, et qui utilise ça, y compris dans justement la gauche, amie et la gauche.
Après, concernant Madame Kodmani, je me permets aussi dans votre livre, il y avait énormément la notion de l'identité, de l'arabité, et qu'à la fin, dans la fin de vos échanges, on voit qu'il y avait comme si un choix à faire entre arabité et liberté. Alors, justement, sur cette notion-là, je souhaiterais que vous entendiez aussi. Bien. Encore une question avant. Beaucoup aimé deux expressions que tu as utilisées, Ziad. D'abord, qu'en Syrie, vraiment, on est parvenu à s'est passé une sorte d'industriel, la mort devient industrielle. Effectivement, quand de mort, c'est comme on fabrique. Et ça, on devient comme si c'était un produit complètement indifférent devant ces images de mort. Et deuxième point que tu as évoqué, c'est qu'aujourd'hui, on nous pose la question du choix entre le régime et Daesh. Alors que la question ne se pose pas en ce terme. La question c'est le régime et Daesh ou une autre alternative. Et je pense que souvent on doit rappeler que le choix, ça doit être fait de cette manière, régime avec Daesh ou autre chose. En ce qui concerne ce qu'elle a dit, Hala, effectivement, Hala, j'ai pensé qu'avec la révolution syrienne, en disant beaucoup de gens qui ont écrit, qu'on est revenu effectivement pour retrouver notre appartenance à cette Syrie. Et je pensais qu'on se ressemblait beaucoup. Or, ce soir, en t'écoutant, je me dis, ah mon Dieu, c'est plus que de se ressembler, qu'est-ce qu'on est identique. Ziad, est-ce que tu peux répondre? Oui. La question d'abord de la nomenclature des gens. Oui. Alors, premièrement, je remercie tous ceux qui ont lu l'essai ou qui ont dit du bien, j'espère que je le mérite. Pour répondre à la question concernant la révolution, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que certains, en essayant d'éviter d'utiliser le terme révolution, voulait aussi éviter de montrer qu'il y a une population qui s'est soulevée contre un régime. Il voulait mettre deux camps à égalité. Un camp qui possède un État depuis 44 ans, qui a une machine de mort, qui en fait, c'est là la question de la mort à échelle industrielle, c'est-à-dire qu'il a tous les moyens pour écraser la société, pour la contrôler. Et il y a des gens qui se sont soulevés. Avec le temps, certains ont pris les armes, puis il y a eu des enjeux internes comme externes qui se sont invités parfois ou qui sont imposés sur la donne syrienne. Mais cela ne change en rien qu'il y a un acte révolutionnaire par une majorité du peuple syrien, non seulement au niveau de la descente dans les rues et au niveau parfois de la lutte armée, mais également au niveau de la langue, au niveau des émotions, du langage, de la terminologie, de la déconstruction d'un discours bassiste qui a écrasé la société, le fait que les gens apparaissent de nouveau. Hafez al-Assad a su pendant 30 ans complètement effacer les Syriens. On ne parle pas de Syriens, d'individus, de femmes syriennes, d'hommes syriens. On est en train de les voir pour la première fois aujourd'hui. Et en cela, il y a un effet révolutionnaire, c'est que les gens sont en train de naître de nouveau. Quand on voit des Syriens fiers de l'être maintenant, quand les gens se découvrent, quand les gens disent que c'est pour la première fois que je vois qu'il y a tous ces talents dans mon pays, c'est que la révolution syrienne et cet acte de renaissance a permis non seulement de faire face au régime et à sa machine de mort, mais également à la société de se reconstruire. Elle est sous les bombardements, il y a des déchirements également, on découvre le confessionnalisme que certains ne voulaient pas le voir ou que certains ne lisent la série qu'à travers ce confessionnalisme, mais il y a des aspects avec lesquels il faut également travailler et il faut faire face à pas mal de problèmes. Et tout cela fait partie de cette renaissance-là dans la douleur du pays. Donc, je ne peux pas considérer que c'est juste après
quelque temps qu'on peut parler de révolution. Il y a un acte révolutionnaire. Et par ailleurs, pas toutes les révolutions réussissent. Il y a des révolutions aussi qui peuvent échouer. Le terme orpheline, c'était également pour parler du fait qu'elle a été abandonnée comme révolution. Farouk l'avait déjà utilisé avant. Personnellement, j'étais entre deux termes, les révolutions orphelines que Farouk avait utilisées et la révolution impossible qu'un cher ami aussi, Yassine Haj Saleh, avait utilisé. Impossible parce que les révolutions souvent se soulèvent contre l'impossible. C'était inimaginable. Personne ne pensait que des jeunes vont être dans la rue contre des chars et que aujourd'hui, malgré tout, 50% du pays est libéré de la présence physique du régime. Ils continuent à les bombarder de l'air, il y a d'autres problèmes, c'est sûr, mais c'était une révolution également contre l'impossible, et elle continue malgré tout. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui surtout des djihadistes, mais il y a d'autres formes d'actes de résistance à ce régime-là. Les djihadistes, comme il a été dit, ne font pas partie de la révolution. Malheureusement, parfois, on laisse passer des clichés et des idées dans les médias sans répondre directement. Ils n'ont jamais fait partie de la révolution. Il y a des islamistes syriens et ils ont toute la légitimité d'exister et d'être présents sur tous les niveaux. Mais les djihadistes sont soit venus d'ailleurs, soit été manipulés par le régime. Il y a une alliance objective. Et il y a aussi un désespoir dans plusieurs régions face à l'abandon et à cause de l'abandon qui pousse des gens peut-être à les héberger, à sympathiser, à avoir une réaction émotionnelle à tout ce qu'ils subissent. Mais les djihadistes ne font pas partie de la révolution syrienne. S'il y a des problèmes dans certaines banlieues, s'il y a des problèmes d'identité et d'intégration, c'est aux sociétés concernées également de les gérer et non pas de créer des fantasmes et des peurs alimentées par les médias souvent. Mais est-ce que tu peux aussi... Non, c'est la proposition de l'arabité et de la... Oui, juste un mot pour dire que, bon, je suis très touchée par les quelques observations, mais j'ai remarqué aussi depuis que, enfin pour ceux qui ont lu mon livre, combien j'ai eu des réactions d'identification. C'est certain que ce soit entre générations, entre le problème père-et-fille, même quand, avec les amis qui sont ni syriens, ni arabes, ni concernés, le rapport père-fille, comme, bon, freudien ou pas, j'assume, il n'y a pas de problème. À propos bon, de la question de l'opposition arabité-liberté, bon, c'est sûr que ça vient dans une discussion, dans un vrai débat entre mon père et moi dans cette correspondance, où je lui dis, et c'est au nom de cette nouvelle génération, quelque part, parce qu'au nom de l'arabisme, mon père qui était, comme tout le monde dans sa génération, un nationaliste arabe, qui croyait à l'unité, qui s'est battu pour ça, et qui... mais là, je lui dis, c'est l'échec de votre arabité. Ces révolutions montrent que ce discours arabiste, que cette nation arabe a été un prétexte pour les régimes, pour s'en emparer, pour écraser les libertés. Et donc, et je l'ai constaté beaucoup parce que je suis beaucoup en relation avec ces jeunes militants, activistes médias, à leur contact, l'arabité, ils ne veulent pas en entendre l'arabité dans le sens nationalisme arabe. C'est vraiment du passé, et c'est du passé, ça appartient. Et c'est peut-être exagéré parce qu'il l'assimile aux bases du régime dont il souffre. Donc, ça devient un rejet total de toute une identité qui a été la nôtre pendant et qui continuera de l'être sans doute. Mais il y a un côté rejet, quand je dis arabité, c'est plus nationalisme arabe dans sa, voilà, oui. Oui, parce qu'au même moment, il y a eu, nous avons vibré avec la révolution tunisienne, Bien sûr, avec la révolution égyptienne, avec et eux aussi, et c'est ça la vraie arabité positive que nous défendons. Bien sûr. Peut-être le mot arabité, j'ai choisi ça probablement pour la rime, mais c'est pas le vrai. Merci. Merci. Je crois que, vous savez, il est 18h. Donc c'est très bien. S'il n'y a plus de questions. Michel. Oui, Michel.
Écoutez, excusez-moi, je vous permets. Oui, absolument. Je ne crois rien. Non, je ne voulais pas dissocier de cette soirée, vous donner une toute petite information quand même sur ce qui se passe à Saint-Ouen. Factuellement, c'est 41 familles, plus 7 personnes isolées, au total 202 personnes. Voilà, c'est les chiffres qui sont enregistrés et qu'on suit avec la préfecture. Il faut savoir donc, exceptionnellement, pour la première fois, la préfecture, le préfet de Seine-Saint-Denis, l'OFPRA, ont ouvert un guichet pour ces réfugiés à la préfecture. Les familles passent chaque jour 5 ou 6 familles. En 5-6 heures, ils obtiennent l'ensemble des documents, ils obtiennent leur demande d'asile. Je ne sais pas s'ils auront le statut de réfugié, mais ils obtiennent leur demande d'asile et ils obtiennent la possibilité d'aller en CADA, c'est-à-dire d'être logés en province. Donc, c'est très bien. Moi, je veux lier ce problème quand même à notre débat, parce que ce qui est arrivé là, c'est la première fois qu'on a une arrivée massive. Certains viennent d'Alep, d'autres d'Idleb, d'autres de Damas, d'Homs, différentes, ils ne se connaissent pas tous, il y a des commerçants, ils ont fait un périple, mais la situation, beaucoup le disent maintenant, elle va être explosive. Et ça, il faut le relier au fait qu'il faut militer vis-à-vis de nos politiques, et en particulier profiter le débat sur le vote européen pour que les sociétés des grandes puissances disent stop à Bachar et que Bachar parte. Car si Bachar ne part pas, nous allons avoir au niveau européen un afflux terrible de personnes qui vont arriver, dont on ne saura pas gérer comme on a pu gérer ce cas de 100 personnes. C'est la deuxième fois. Il y a un mois, il y a eu 85 personnes. Aujourd'hui, il y a eu 202 personnes. Ces gens qui quittent leur pays, ils quittent un pays détruit. Ils ne reviendront dans ce pays, quand on discute avec eux, ils ne reviendront dans ce pays lorsqu'ils auront une perspective de vie démocratique et un espoir de le reconstruire dans cet environnement de paix. Et ça, il faut le faire passer à nos politiques. Ils jouent avec le feu actuellement. Il va y avoir des problèmes importants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour les deux, pour les quatre, pour tout le monde, pour toute cette réunion. Mais c'est que je me suis rendu compte de toutes ces discussions qu'il est nécessaire pour finir de définir bien l'État. Ce n'est pas défini. Et on les définit maintenant. Quand on dit arabité et les jeunes ne veulent pas d'arabité, ce n'est pas qu'ils veulent, ils sont arabes. Donc il y a une différence entre dire arabité et arabe. Il y a autre chose, l'islamisme, comme on le lit dans les journaux, ici, je ne parle pas ici ou de là-bas, il faut des définitions aussi. Et qu'on ne se mette pas à être dans la situation où on veut prouver aux autres que nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des gens qui ne comprennent rien. Nous devons avoir une définition de notre cas. Et puis c'est surtout, je crois que ce qui s'est passé entre la Tunisie et la Syrie, c'est elle qui paye pour tous les Arabes, et pour tous les pays pauvres. Donc c'est une chose très très compliquée. Et regardez, dans ces choses compliquées, et les définir et les montrer. Et on s'en fiche ce qu'ils disent de ceci et cela. C'est mon point de vue. Est-ce que je peux dire une petite chose? J'ai tenté de poser une question tout à l'heure. D'accord. Juste, j'ai reçu donc, le livre de M. Maël il y a quelques temps. J'ai commencé à lire La Révolution orpheline. Je voulais juste revenir sur des points. Alors, je dois être certainement, je suis désolée, moi je ne suis pas syrienne, j'ai peut-être pas autant de background que vous.
Seulement, j'ai vu qu'on décrit l'existant, on décrit le passé, on sait bien comprendre. Mais moi, j'aurais aimé vraiment savoir quelles sont les possibilités de sortie de crise pour le moment. Parce que pour le moment, même dans votre livre, j'ai pas terminé, c'est peut-être pour ça, c'est certainement la fin, on ne donne pas quelles possibilités nous avons, nous, communauté internationale, institutions internationales, quelles sont les possibilités pour sortir de cette crise, réussir à construire une Syrie sur des bases concrètes, quand bien même on arrive à un stade comme la Tunisie où il y a des bouleversements et cette stabilité n'est pas installée. Mais j'aurais bien voulu avoir quelques idées de que peut-on faire justement pour arriver à sortir la tête haute de ce conflit. Oui. Alors c'est une question, mais c'est aussi une proposition, c'est une idée que j'ai eue comme ça, à savoir que l'appel qui est fait, qui est mené par des organismes reliés à Al-Qaïda aux jeunes Européens, et notamment, entre autres, bien sûr, notamment les Français, des jeunes Français, puisque nous sommes en France et que ça nous concerne, je me demandais s'il n'était pas possible de relier cette stratégie à ce qui se passait avant la Révolution, c'est-à-dire dans les années 2000, à savoir notre cher Cheikh Keftaro à Damas, très bien soutenu par le régime, qui accueillait et faisait appel à des jeunes en France, puisque moi j'ai retrouvé un élève comme ça qui m'a dit qu'il a été en Syrie, à Damas, qu'il a été logé et nourri, qu'il avait une bourse. Et bien sûr, quand il est revenu, son travail, c'est de vendre des djellabas sur les marchés. C'est-à-dire que déjà, il y avait cette stratégie d'attirer des jeunes européens et de les financer, de financer leurs études islamiques, etc., dans un lieu qui était assez prestigieux, ma foi, puisque Cheikh Keftaro, il avait une immense mosquée, il avait un immense site pour les accueillir. Donc moi, je me pose la question si c'est pas intéressant aujourd'hui de relier ces deux choses ensemble, parce que il me semble que c'est la même stratégie qui est mise en place. C'est-à-dire de dévoiler jusqu'à quel point le régime bassiste a joué là-dessus et a encouragé justement ces pratiques. Et voilà, pour montrer qu'il y a quand même, bien prouvé le lien qu'il y a entre les méthodes de Al-Qaïda, entre guillemets, et puis les méthodes du régime. Observation. En ce qui concerne sur l'arabité, je pense qu'Allah a tellement raison de parler et d'exclure un petit peu dans le contexte syrien cette question d'arabité. Je suis syrienne, je suis profondément par rapport à la Tunisie, par rapport à l'Égypte, par rapport à d'autres pays de la révolution et de printemps arabe. Donc si on va insister sur l'identité arabe, on va exclure une grande composante de la société syrienne et de la Syrie qui ne se sent pas moins syrienne et impliquée dans la révolution. Donc c'est très important. Oui, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Michel Morzière, parce que je crois que c'est très important, et je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas de lien fait avec cette actualité-là, que c'est un des moyens les plus importants, je crois, de sensibiliser l'opinion française, et derrière ça, de permettre éventuellement au gouvernement français d'intervenir dans le bon sens. Parce que ce que disait Michel est important, je crois aussi dans le sens que c'est pas simplement le problème de Saint-Ouen ou le problème de la gare du Nord il y a 15 jours, c'est une question d'ordre national et même européen, avec le fait que la France est très en retard sur les autres pays européens dans l'accueil des réfugiés. Et je pense que c'est une question sur laquelle ce serait important de débattre, y compris ce soir, et puis de poser la question aussi à nos orateurs. Oui, à propos, est-ce que votre livre est en arabe? Parce que j'ai un ami syrien qui pourrait le lire en arabe. Oui, on le trouve à Paris. Oui, il est là même. Merci. Il est là. Bon, on va... Oui, allez-y. Moi, je voulais faire un petit commentaire à Hala. Je crois que le problème de l'identité a existé depuis toujours. C'est-à-dire que la Syrie ne s'est pas construite en tant que Syrie. Entre l'indépendance et la période où le Baas a pris le pouvoir, on n'a pas construit notre Syrie. C'était entre la Syrie, le monde arabe, le monde islamique, c'était éparpillé.
Et maintenant, le problème majeur devant nous, et c'est à travailler, c'est de reconstruire une identité syrienne qui n'existe pas. Actuellement, on a tout ce conflit, on a des groupes qui s'entretuent, on a l'effritement d'un pays. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une identité profonde syrienne. À mon avis, il faut repenser ça. Sur la dernière remarque, je crois que non, je dis exactement le contraire. C'est que l'identité syrienne, c'est C'est quoi l'identité syrienne alors? Elle est née avec la révolution. Chez Riyad Reis à Beyrouth, et qui a été traduit, très bien traduit, en français par Emmanuel Varlet aux éditions Actes Sud dans la collection Silval. Cet ouvrage est le troisième roman de Rosé Yassine et il a été suivi par un quatrième et elle vient de terminer un roman qui n'est pas encore publié en langue arabe. Donc je vais lui poser moi un certain nombre de questions en arabe. Elle va répondre en arabe, je vais traduire et puis on va faire comme pour Hala et Ziad. Donc je vais vous laisser la parole aussi pour lui poser des questions ou pour des petites interventions ou des commentaires pour ceux qui ont lu le livre. Alors, السؤال الأول بيني أنا بالنسبة للجمهور أنك تشرح لي عن مسيرتك الأدبية ضمن جيلك، يعني في ملاحظة اللي هي أنه خلال سنوات 2000 ظهر جيل جديد من الكتاب بسوريا يلي قطعوا إلى حد بعيد مع الجيل السابق يلي كنا نشعر دائما أنه كأنه في نوع من التقية بمعالجتهم للقضايا السياسية والاجتماعية بسوريا. وبعدين في سنوات 2000 عدد من الكتاب منهم انت منهم سمار يزبك منهم خالد خليفه منهم خليل الرز منهم يعني في اكثر من اسم عمر الدور الى اخره يعني في اسماء كثير لشباب يعني ناس من جيلك او اصغر منك شويه هلا يمكن يلي قطعوا مع الجيل السابق بهالمعنى هذا. فبيهمني انه اذا ممكن بالاول تحكي لنا عن رواياتك الاولى يعني عن ابنوس برأيي علامة من علامات الرواية السورية، عن كتابك نيجاتيف وعن حراس الهواء وما بعد، وضمن إذا ممكن تحطيه ضمن إطار التطور الأدب السوري خلال سنوات 2000. شكرا أستاذ فاروق، أنا كثير سعيدة اليوم إني هون بين أصدقائي اللي زمان ما شفتهم. دي صوتك شوي. نحن الشعب السوري هلا صرنا شتات، كل واحد محل، صار الواحد بيشتهي نسمة من صديق، نسمة محبة يعني. أنا كثير سعيدة اليوم. أعتقد إنه كان في بسوريا بلش مع أواخر التسعينيات جيل جديد بالكتاب السوري والمشهد الإبداعي السوري. كان عنوان هذا الجيل اللي هو بأواخر التسعينيات، وأعتقد إنه هو وجوده أو صعوده مقترن بالحالة السياسية الطارئة بعد حرب الخليج واللي صار بلبنان وكثير من الدول العربية بالتسعينيات بشكل خاص. طلع جيل جديد من الصبايا والشباب عم بيحاول بالدرجة الأولى إنه هو يقلب الطاولة على الجيل الإبداعي السابق. هذا الجيل ما كان عنده عمر محدد، هو كان جيل إبداعي لكن بمختلف الأعمار. اسمحي لي ترجمة. نسيت Dans les années 90, on a assisté. Donc je le traduis pas mot à mot, mais tenons le sens. Vous pouvez traduire la question. Oui, la question. Si vous pouvez traduire la question pour nos amis français. Oui, oui. La question était que dans les années 2000, on a assisté en Syrie à la sortie d'un certain nombre de romans qui ont coupé, qui ont rompu avec une certaine tradition où on disait les choses à demi-mot, où on ne disait pas
d'une manière très nette en ce qui concerne la situation politique dans le pays. C'est-à-dire qu'il y avait une dissimulation chez beaucoup d'écrivains, alors qu'on savait qu'ils étaient de l'opposition. Mais ils n'osaient pas, pour mille raisons, surtout ce qui s'est passé dans les années 80, la décennie noire en Syrie et la constitution de cette dictature, de ce royaume du silence et de la peur. Donc, je lui posais la question de nous dire comment elle a vécu un peu sa production, comment elle a produit ses livres au cours des années 2000, et de situer son œuvre dans sa génération. Alors, elle m'a répondu d'abord en disant que cela a commencé en fait dans les années 90, et il y a eu des raisons politiques pour cela. Il y avait une autre ambiance quand même dans le pays dans les années 90, après la guerre du Golfe, la guerre c'est-à-dire dite de la libération du Koweït, et avec les événements du Liban, et un certain nombre d'écrivains ont commencé à renverser la table et à vouloir suivre une autre direction dans leur écriture. أولى محاولات قلب هي الطاولة على الأجيال الإبداعية السابقة كانت هي الفكرة اللي كانوا عم يحكوها الأساتذة اليوم، اللي هي تقويض الإيديولوجيات أو تكسير الإيديولوجيات. أعتقد إنه نحن كان عندنا مشكلة في العالم العربي تتلخص ليس في الإيديولوجيات، لكن في طريقة تطبيقها، في طريقة فرضها على الأجيال الجديدة. يعني أعتقد إنه شيء طبيعي العربي يفخر بعروبته، والكردي يفخر بكرديته، والشركسي يفخر كلهم بقوميته، لكن عندما تفرض قومية بإيديولوجيتها على أجيال كاملة وتصبح أشبه بسجن، لا يستطيع المرء أنه يخطو خطوة خارج، وبدها تصبح الإيديولوجية مهما كانت وردية سوف تصبح قاتمة سوداء وقيود تريد الأجيال الجديدة تكسيرها. En fait, ce qui a animé ce mouvement, c'était une sorte de révolte contre l'omniprésence des idéologies. Mais encore une fois, en parlant d'idéologie, ce n'est pas toute idéologie, ce n'est pas toute appartenance idéologique. C'est une idéologie particulière qui voulait imposer à l'ensemble de la société une vision du monde qui était la sienne. Et c'est contre cette vision du monde que ces écrivains se sont révoltés et ont essayé, comme elle a dit, de renverser la table. إذا تكسير الإيديولوجيات محاولة خلق أسئلة بدل الإجابات المكرسة الدائمة اللي كانت موجودة في الآداب، عشان ما أظلمها في معظم الآداب، محاولة نبش المحرمات أو نكب المحرمات أو التابوهات بعد زمن طويل من تخويف أو من ترهيب الأجيال الإبداعية من هي تكتب عنها. أعتقد إنه هيدي كانت أهم ملامح هذا الجيل الجديد. D'abord, j'ai oublié de dire que quand elle parlait d'une génération, ce n'est pas une génération, c'est-à-dire tous les gens ont le même âge. Mais c'est une génération dans la créativité littéraire, une nouvelle génération de créativité littéraire, mais avec des gens qui avaient des âges différents, des jeunes et des moins jeunes. Ben, maintenant, ce qui distinguait un peu ce mouvement, elle a insisté sur la volonté de transgresser les tabous politiques, religieux, sexuels, etc., qui étaient dominants dans la société, et de vouloir parler autrement de la manière, va changer la manière d'aborder ces questions par rapport à la génération précédente. أنا كنت جزء من هذا الجيل، أعتقد أنه هو كان أكيد يحمل الإبداعات اللي أنتجها تحمل سلبيات البدايات وإيجابياتها أيضا. يمكن هو عم بحاول يمهد طريق لأجيال أخرى.
هلا الوضع اختلف اعتقد. المشهد الابداعي السوري كما المشهد الابداعي العربي رح يصير في انقلاب نوعي حسب ما اعتقد. يعني هذا بعد الثورات؟ بعد الثورات العربية الهزات الكبرى مثل الثورات والحروب والكوارث الطبيعية دائما بتخلق بتعمل انقلابات حقيقية بكل شيء وبما فيها المشهد الإبداعي بالتأكيد يعني. أعتقد أنه هذا رح يصير في سوريا يعني. لذلك يعني نحن جيلنا بعتقد هو لازم يرقد ليلحق الأجيال الجاية لأنه في أشياء كتير ما عندي فكرة تماما عن تفاصيل هذا التغيير لكن أعتقد أنه آتي كمعجزة. Cela dit, je crois que ce que nous avons fait, nous, va être dépassé par la nouvelle génération, par la génération des révolutions, des soulèvements arabes. Et nous devons faire beaucoup d'efforts maintenant, nous, notre génération, pour les rattraper. Et parce que je crois que tous les grands bouleversements historiques, et ce qui se passe dans le monde arabe est un bouleversement historique, toutes les révolutions vont créer une nouvelle demande sociale aussi pour la littérature et d'art. Et c'est la nouvelle génération, les jeunes générations, qui va assumer. Quelle forme cette nouvelle génération, quelles sont les formes qu'elle va privilégier, qu'est-ce que ça va être comme production littéraire et artistique, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le prévoir, mais je suis certaine qu'il y aura quelque chose de grand et d'important. بس بدي تحكي لنا عن عملك انت من الابانوس لبروفا. Je voulais qu'elle nous parle de son propre travail, dès son premier roman Eben, Abanous, jusqu'à Prova, Épreuve, qui est sorti il y a 2 ans. أنا بلشت أكتب أبانوس ما كان ببالي أبداً إنه أنا ضل عم أكتب رواية. كان موضوع أشبه برسالة للمرحوم أبي كتبت للرواية عن أجيال عائلتي أنا 5 أجيال اللي هي ب100 سنة للقرن العشرين. وكان ببالي شغلة نحن في منطقتنا عموما في أشياء كتير مغيبة. الساحل السوري في أشياء كتير مغيبة، في أشياء كتير بعادات وتقاليد مغلوطة يتم تناقلها بشكل خاطئ. كان عندي هاجس إني أنا أحكي عن هذا المجتمع وهدول الناس وعن تفاصيل النساء اللي فيهم اللي موجودين في هذه البيئة اللي هي أبانوس. هي العملية مو منعت، هي حذف منها لتنشر. Alors, le premier roman, c'est Eben, Abanous, qui raconte. C'était, quand je l'ai écrit, ce n'était pas en tant que romancière, c'était comme une lettre à mon père qui venait de mourir. Et j'ai raconté dans ce livre 5 générations de ma propre famille, de femmes de ma propre famille, 5 générations, dans le but de restituer la société de la province d'où je suis venu, c'est-à-dire la province de Latakia, et d'expliquer un peu quels sont les problèmes d'évolution historique dans cette région, en quoi elle se distingue ou non du reste du pays, etc. Ce livre n'a pas été, devait être publié en série, a eu le prix Hanamin pour le roman, donc il devait être publié par le régime, par le gouvernement, par le ministère, etc. Mais il n'a pas été. Ils l'ont charcuté avant de le publier, donc il a été censuré malgré elle, et la version qui existe sur le marché a été charcutée. بعدين تعرفت على مجموعة من الصبايا كانوا معتقلات سياسيات في سوريا سابقات، من صديقتي ناهد بدوية موجودة هون. وطلعت بعدين فكرة كتابة رواية عن تجربة المعتقلات السياسيات في سوريا.
كان هي محاولة لمزج الوثيقة بالرواية بالروم عبر كتابة شخصيات حقيقية كانت معتقلة في السجون السورية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، بما أن السجون النظام السوري كانت مليئة بالمعتقلين من كل الانتماءات السياسية. وتوثيق هذه القصص إلى 16 تقريبا 16 معتقلة سياسية لكن بلغة روائية اسمها نيجاتيف. Le deuxième roman est ce que j'appelle un roman documentaire, c'est négatif, qui rapporte l'histoire de 16 prisonnières politiques en Syrie. Elle a cité le nom de notre ami Nahed, qui est là. Et qui est un roman où il a essayé de combiner entre le document et la narration romanesque. C'est un livre qui a été publié à Beyrouth, pas en Syrie, et qui a été interdit à la circulation en Syrie. C'est publié au Caire plutôt. كانت يمكن هي كانت محاولة لتوثيق تجربة ماضية بقلم جيلي، لأنه أنا جيل السبعينيات عنده عقدة كبيرة إنه هو أتى إلى المسرح بعد انتهاء المسرحية. يعني للأسف نحن جيل البعث، يعني لا طعم لا لون لا رائحة. يعني نحن كنا أطفال طلائع البعث، مراهقين شبيبة الثورة، الجامعة اتحاد الطلبة. برافو. Sa génération est arrivée sur la scène politique quand la pièce était terminée et que le rideau était tombé. Bon. Donc, mais c'est une génération où, depuis l'enfance, ils ont été enrôlés dans des organisations populaires, entre guillemets, du Bas, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à quand ils sont devenus à l'âge adulte. Et quand ils étaient étudiants à l'âge adulte. Il dit que son livre négatif, c'était aussi une manière de raconter l'expérience de ses différents. Parce que sa génération des années 70 a été un peu complexée par ce qui s'est passé comme à la génération précédente. La génération précédente, c'est-à-dire qui a souffert le martyre, c'est peu de le dire, dans les années 80. Quoi. بعدين اجت رواية حراس الهواء كمان هي بتحمل نفس الهاجس السياسي على ما يبدو، ما بعرف أنا أحمل هذا الهاجس، واللي هي بتحكي عن طبعا ما ممكن لخصها للرواية، لكن كمان هي بتحكي عن تأثيرات القمع السياسي على حيوات البشر في سوريا وعلى مصائرهم المستقبل. Le troisième roman, Les Gardiens de l'air, est un roman qui raconte la même expérience, grosso modo l'expérience de la prison politique, mais à travers les femmes, les compagnes des prisonniers politiques. C'est-à-dire, il y a des prisonniers qui sont en prison, ils ne savaient pas pour combien de temps ils allaient rester en prison, et le roman parle des femmes qui attendent, de l'attente des femmes hors des prisons, à travers l'histoire de 3 femmes. بعدين كتبت بروفا نشرت بوقت يعني غير مناسب لقراءة الأدب أبدا، بنيسان 2011 كان الثورة السورية إلى أقل من شهر مندلع. Oui. Prova, le 4e livre est sorti en avril 2011, donc un mois après le déclenchement du soulèvement en Syrie, et donc c'était une très mauvaise date pour publier un roman. Mais de quoi il s'agit? Ajoute ta question. البطل الرئيسي هو عنصر مخابرات تنصت على مجموعة من الشخصيات وبيحكي قصته. بعتقد انه
كان ببالي فكرة إنه عنصر المخابرات كمان بني آدم إنسان وبيشوف الحياة أيضا بطريقته والأنظمة بالعموم تخلق أدوات لإلها. هي الأدوات هن بيكونوا بشر بس بعدين بيتحولوا إلى أدوات يعني. بعد الثورة أكيد كنت من مجموعة شباب حلوين اللي كانوا عم يشتغلوا بشكل رائع حقيقة بالسنة الأولى للثورة. بعدين للأسف خفت العمل السلمي بعد ما تسلحت الثورة أكيد لأسباب. وكنت عم سوية نحن وكنت أنا عم بعمل كمان هيك دأب خاص جانبي إني أنا كنت عم وثق أشياء خاصة فيني للكتابة. وطلعت برهت سوريا استخدمت هاي الوثائق اللي أنا كتبتها عن السنة ونص اللي قعدت فيهم بالثورة برواية جديدة رح تصدر الشهر القادم اسمها الذين مسهم السحر. عن سوريا 2011-2012. الذين مسهم السحر. Pour ce qui est de Plova, il s'agit, le personnage principal est un agent des services de renseignement, des services de sécurité, qui suit un peu la vie des autres envoyeurs et tout ça. Et elle dit qu'elle voulait montrer comment le régime change, dire que même cet homme, cet agent était un être humain normal, et puis comment il a été transformé en agent des services de renseignement qui surveille, qui quadrille, qui réprime ses semblables. Durant les 1 an et demi après le début du soulèvement, j'ai vécu en Syrie et j'ai rassemblé, j'ai milité avec des jeunes admirables. Bon. Et la montré en Marie. Voilà, avec des jeunes admirables. Et puis elle a rassemblé durant cette période une grande quantité de documents et puis les choses vues et entendues en Syrie durant 1 an et demi. Et quand elle a eu la possibilité de quitter la Syrie, enfin elle a été obligée de quitter la Syrie 1 an et demi après le déclenchement de la Révolution, elle est partie en Allemagne et elle a écrit le roman à partir de cette documentation. C'est un roman qui va paraître prochainement, qui s'intitule Ladina Massahum Sahar. Je propose de les ensorceler. Voilà. Bon, écoutez, s'il vous plaît, continuons. لأنه لحظة الحرية هي تشبه السحر. الشعب السوري بكل أطيافه على فكرة معارضين وموالين مسهم السحر. واللي بيمس السحر ما بيرجع أبدا مثل ما كان قبله. بصير شيء. Toute la société syrienne a été touchée par un moment comme ça de magie, disons. La société syrienne, y compris les partisans du régime. Et ceux qui ont été touchés, une fois le resteront à jamais. Ils ne pourront jamais. Voilà.